m'entendez bien? Est-ce que ça fait des petits bruits? Ça va? Bonjour. Je suis ravie d'être ici. Ajustez vos oreilles à mon accent, qui est quand même pas trop fort. Je voudrais remercier Christian Olivier pour cette invitation. On a le privilège, en fait, de travailler avec lui sur un projet du Centre européen des langues vivantes, le projet e-langue. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous d'être ici, de venir d'aussi loin. Les organisateurs de la journée, les responsables universitaires et Campus France qui offrent un soutien financier à mon déplacement. Alors aujourd'hui, j'avais pensé que venant du Canada, il serait intéressant de faire l'exercice d'essayer de vous présenter justement un paysage de la littératie numérique dans les universités canadiennes. Alors, je dois vous avouer que ce n'est pas mon domaine de spécialité, mon domaine de recherche. Donc, ça a été vraiment un travail pour moi de recherche documentaire et c'est au final intéressant de savoir ce qui se passe à grande échelle dans nos universités. J'aimerais avant vous dire que j'ai donc une formation en ingénierie linguistique. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un qui mène une recherche, action, développement et que j'interviens au niveau d'un bachelor, donc un programme de premier cycle en didactique des langues où on essaie un de mes mandats est d'essayer de former des technopédagogues. Et puis, je suis directrice d'un programme de maîtrise en études du bilinguisme à l'Université d'Ottawa dans notre Institut des langues officielles et du bilinguisme, qui comporte un volet sur les technologies, l'intégration des technologies en apprentissage des langues, à savoir en particulier le français et l'anglais, langue seconde chez nous. Je m'intéresse aux questions d'ergonomie d'interface d'apprentissage des langues et finalement à l'analyse des interactions entre les apprenants de langue, les outils, les artefacts technologiques qu'ils utilisent et les tâches qu'ils sont amenés à faire dans le contexte de cet apprentissage-là. Et ce qu'on vise, c'est finalement la qualité de ce triangle interactionnel. Voici le Canada. Alors, pour que vous ayez une petite idée, alors Ottawa est là, tout à fait à l'est, un petit peu plus près de chez vous. Et ma bonne collègue Catherine, elle, travaille à l'Université de Victoria, qui est tout à fait à l'ouest du pays. Encore pour du visuel. Donc, voici Ottawa l'hiver. Là, vous avez l'occasion de patiner sur le canal Rideau. Vous savez que chez nous, il fait moins 30 l'hiver et plus 30 l'été. Donc, on a vraiment 4 belles saisons. Et à Victoria, qui est un climat un petit peu plus doux, on est aussi entouré de l'eau de la mer parce que c'est l'océan Pacifique du côté de chez Catherine. Alors, comme vous voyez, le Canada est un grand pays. Alors, un pays où il y a 34 000 habitants et 34 millions d'habitants et 32 millions de lacs. Un pays qui comporte 10 provinces et 3 territoires. Et donc, au Canada, l'éducation est une responsabilité provinciale, territoriale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'homogénéité au niveau des politiques et des programmes et que chaque province est décideur de tout cela. Donc, des politiques mises en œuvre et des agendas qui sont assez variés, qui vont dépendre du contexte socio-géographique finalement de nos provinces. Donc, pour faire cette collection pour faire cette réflexion sur le numérique dans les universités au Canada, il faut aller rechercher des consortiums finalement d'universités qui, elles, réfléchissent à un niveau un petit peu plus méta. On a 97 universités au Canada, dont 21 universités qui sont francophones ou bilingues, l'Université d'Ottawa étant l'université bilingue par excellence. Elle se dit la plus grande université bilingue au monde, mais moi je pense que dans plusieurs universités dans d'autres pays n'ont pas nécessairement ce double fonctionnement, mais fonctionnent beaucoup en mode bilingue. L'anglais est souvent une langue d'enseignement dans beaucoup d'universités
universités dans le monde. Chez nous, tous nos programmes sont bicéphales, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de suivre un programme en français comme tout autant qu'on a la possibilité de suivre un programme en anglais, que ce soit langue maternelle ou langue seconde avec un soutien linguistique. Donc, ces consortiums qui regroupent certaines universités sont les suivants: Université Canada, ensuite Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne, qui regroupe donc nos universités, nos collèges francophones. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le U15, qui est le regroupement des universités de recherche au Canada, dont l'Université d'Ottawa fait partie, et un regroupement d'universités virtuelles canadiennes, donc le 12 UCV, dont nous ne faisons pas partie, mais on est regroupé au niveau d'une autre initiative dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, ces technologies sont transformatrices, n'est-ce pas? Donc, innovation technologique, donc ce sont des transformations finalement dans quel but? Dans le but d'améliorer la qualité des services d'enseignement, mais améliorer aussi la qualité des apprentissages. Donc, les technologies, le numérique nous amènent vers des progrès du point de vue de l'efficacité, l'efficience et la créativité, ainsi que la prestation de services. Et donc, ce sont des transformations, comme vous le savez, qui influent profondément sur l'enseignement supérieur en ce moment. Le numérique nous permet vraiment de repenser entièrement l'éducation. Le numérique, et je pense que Christian a bien fait on fera une introduction sur les littératies, mais le numérique est vraiment une notion qui porte à plusieurs interprétations. Dans celle que j'ai retrouvée, qui concerne des penseurs et des gens qui réfléchissent au niveau des politiques, on parle de tous les systèmes pédagogiques et administratifs dès lors qu'ils utilisent de manière privilégiée. C'est moi qui ai mis en gras des patrimoines matériels et immatériels, donc numériques. Alors, des auteurs importants, Prensky, Follin, des apprentissages favorisés par l'utilisation d'outils numériques. On a des gens en particulier chez nous qui s'occupent de cette recherche qui porte sur la littératie numérique à l'université. Et c'est Thierry Carcenti, par exemple, et ses collègues. Donc, enseigner avec les technologies, favoriser les apprentissages, développer les compétences. Et Simon Collin, qui est un collègue qui travaille sur l'approche sociocritique avec Christian Olivier, donc le numérique en pédagogie universitaire, du constat d'efficacité à l'adoption. Alors, quels sont les tenants de base de cette littératie numérique? Alors, des savoir-faire techniques, bien entendu, une pensée critique et des comportements éthiques. Enfin, trois grands aspects fondateurs. Et c'est de voir les utilisateurs finaux, finalement, comme des acteurs dans le monde des communications et aussi des pro-consommateurs, producteurs et consommateurs à la fois, d'informations, justement, qui peuvent accéder, diffuser du contenu dans des domaines du Web 2.0. Alors, si on veut définir la littératie numérique, on va l'approcher comme cette vaste capacité donc à participer à une société qui utilise des technologies de la communication numérique dans divers milieux de travail, au gouvernement, en éducation, dans les domaines culturels, les espaces civiques, les foyers et les loisirs. Cette littératie numérique, elle englobe les compétences, mais aussi les comportements nécessaires pour permettre des perspectives viables dans le domaine de l'emploi, une citoyenneté engagée et participative, des horizons éducatifs plus vastes, des activités culturelles et civiques qui sont significatives et des relations sociales éthiques et épanouissantes. Donc, on touche ce bien-être et cette qualité de la vie. Alors, pour conceptualiser la littératie numérique, on va se fonder sur 3 éléments de base, donc l'habilité et la capacité d'utiliser des outils et des applications numériques, la capacité de comprendre de façon critique les contenus, les outils des médias numériques et les connaissances et l'expertise pour créer à l'aide des technologies numériques. Et donc, ça, ce sont les fondements de base de ce cadre qui a été proposé
par le Centre canadien d'éducation aux médias et de la littératie numérique que vous voyez en bas, dont la source est abilomedia.com. Donc, c'est ce cadre à l'intention des institutions canadiennes d'enseignement, et là, je parle d'enseignement pré- et post-secondaire, qui est fondé sur 7 aspects clés de la littératie numérique. Éthique et empathie, vie privée et sécurité, mobilisation de la collectivité, santé numérique, sensibilisation du consommateur, trouver et vérifier, créer et remixer. Alors, ce que ce centre a fait, c'est qu'il a rassemblé dans une carte conceptuelle, en fait, toutes les politiques de littératie numérique et les pratiques qui ont été définies dans chacune des provinces et des territoires. Alors, ça donne un petit peu cette vision, et on les a regroupées, finalement, ces vignettes, à l'intérieur de ce cadre qui est utiliser, comprendre, créer. Moi, je vois très mal sur mon écran là, parce que je suis en mode présentation, donc je vais me rapporter sur mes feuilles ici. Et donc, vous voyez que, par exemple, dans comprendre, on a des questions donc, de sécurité, de sûreté, de vie privée, on a le côté culturel et social, donc des questions de posture dans ça, comprendre des systèmes technologiques au niveau de se créer une identité, savoir rédiger, puisque l'écriture est importante, au niveau de cette littératie numérique, partager, présenter, au niveau de utiliser, savoir évaluer, savoir accéder, naviguer, analyser, résumer, identifier, etc. Et cette dernière petite galaxie ici, il y avait une erreur dans la figure que j'ai empruntée donc, dans ce document. En fait, c'est le mot disposition et non pas déposition. Donc, disposition, posture, finalement, responsable, respectueux, démocratique, critique, créatif, etc. Ça nous amène vers la citoyenneté numérique, parce finalement, notre mandat à l'université, c'est de développer des citoyens, des citoyens du monde, des citoyens de demain, et des citoyens du quotidien aussi. Et donc, je pense que l'un nous amène vers l'autre. Et puis, au Canada, il faut le dire, donc, ces initiatives de citoyenneté numérique sont vraiment au cœur des programmes de littératie. On a déjà des grandes attentes sociétales et un sens des responsabilités dans notre milieu éducationnel depuis un bon moment. Les thèmes saillants sont la cyberintimidation, le piratage numérique, l'utilisation éthique et responsable du numérique. Et donc là, j'ai pris des extraits des curriculums du Québec et de l'Ontario. Alors, citoyenneté numérique au Québec se résume en connaissance et respect des droits et responsabilités individuelles et collectives relativement aux médias, propriété intellectuelle, liberté d'expression, vie privée et réputation. Au niveau de l'Ontario, développer des connaissances, compétences, attitudes en matière de citoyenneté, comme la résolution de conflits, par exemple, la collaboration, l'intendance, la perspective, l'interconnectivité, l'empathie et le respect. La même chose a été faite pour la définition du paysage de la citoyenneté numérique au niveau canadien, à partir de ces politiques de citoyenneté, en fait, de ces définitions que l'on retrouve dans chacune des provinces, dans les curriculums des provinces. Et donc là, on a regroupé ça sous des grandes vignettes comme santé et bien-être, droit, sécurité, empreinte numérique, droit et responsabilité, relations, littératie et communication. Sachant cela, les tendances et priorités pour les universités canadiennes sont, je dirais, à peu près les suivantes. Un apprentissage vraiment fondé par l'expérience et le mentorat.
Par exemple, à l'Université d'Ottawa, les étudiants ont l'occasion, dans le cadre de tous leurs cours, de faire ce qu'on appelle une expérience de volontariat. Et donc, ils peuvent aller dans la communauté et aussi par le biais du numérique dans la communauté, dans leur domaine d'études et des champs d'expertise, aller se chercher une expérience dans des milieux qui les concernent, qui concernent leurs études. Un apprentissage fondé sur des résultats d'apprentissage qui visent l'évaluation des processus d'apprentissage et des produits. La transférabilité de ces processus et ces produits, ainsi que la mobilité. Les tendances sont aussi au niveau de la combinaison de cours en ligne et de stages en milieu de travail, qu'on appelle ou auxquels on fait référence comme des apprentissages flexibles, des apprentissages hybrides qui concernent le présentiel, le distanciel et l'expérientiel. Ça, c'est vraiment important chez nous. Des technologies numériques pour communiquer avec des communautés, des collectivités d'ici et d'ailleurs, donc des intérêts vers l'internationalisation. Alors, revenons sur ces priorités, donc des approches flexibles. Donc, l'idée d'opter pour une combinaison de méthodes physiques et virtuelles et les mettre toutes deux à profit, finalement, à l'université comme à l'extérieur de l'université, afin de favoriser la compétitivité et la pérennité des établissements. Il y a toujours un agenda économique aussi derrière ces visions. Un ensemble varié de modalités et de configurations d'enseignement-apprentissage. On parle de 2 modèles en particulier dans nos universités, des modèles mixtes, donc qui intègrent la mobilité des technologies numériques à des espaces traditionnels, le réseautage, favorisant le réseautage, la collaboration, l'apprentissage continu, ce continuum entre le présentiel et le distanciel qui fait qu'on est finalement constamment en situation d'éducation, d'apprentissage. Des modèles renversés, le flipped classroom. L'apprentissage direct se fait à l'extérieur de l'université, à la maison, et un apprentissage plus interactif, donc on dit hands-on, se passe en classe. Et donc, John Baker, qui est président de D2L, qui est un LMS, donc un Learning Management System, donc un système de gestion des apprentissages, nous dit, plus nous proposerons de parcours aux étudiants, plus nous les aiderons à réaliser pleinement leur potentiel. Il faut savoir que les étudiants canadiens paient pour leur éducation. Ils paient beaucoup moins au Québec qu'ils paient en Ontario ou en Colombie-Britannique, mais ils ont une attitude client et donc on répond à leurs besoins de façon, disons, on est dans une relation professeur-apprenant, mais ces apprenants nous évaluent beaucoup et donc on est dans un milieu où on s'attend à des services comme étudiant. Alors, j'avais envie de mettre en lumière une des initiatives qui est importante à notre université, une des initiatives flexibles, qui est l'apprentissage hybride. Donc, à l'Université d'Ottawa, on s'est donné comme objectif vraiment de convertir d'ici 2020, 20%, environ 1000 cours de l'offre de nos cours en mode hybride. Une transformation qui, à cette date, devrait toucher 500 professeurs. En fait, 500 professeurs, c'est la totalité des professeurs de l'Université d'Ottawa, mais des professeurs réguliers. Si on compte tous ces professeurs qui sont à la leçon ou à temps partiel, on va probablement doubler cet effectif-là. Et près de 25 000 étudiants. Donc, on a une infrastructure qui a été mise en place depuis 2013. Et à travers cette infrastructure-là, nous, comme professeurs, on a accès à des fonds d'aide. Par exemple, pour transformer, hybrider, comme on dit chez nous, un cours, on pourra avoir accès à 5 000 $ qui nous permettent donc finalement d'embaucher un étudiant ou d'aller vers des services qui nous permettent d'optimiser nos contenus de 5 000 $ par cours. On doit faire une demande, c'est une subvention, il faut avoir un projet.
c'est pas automatique. On a tout un programme de formation et de soutien. Institut d'été, module de formation hybride offert à chaque trimestre en ligne, formation en ligne sur la conception de cours hybrides, outils et ressources en ligne. Il y a une très grosse équipe à l'Université d'Ottawa qui s'occupe de l'hybride et j'avais envie de vous y amener. F3. Vous voyez pas, hein? Voilà, donc voici, attendez que je... Voilà. En ce moment, voici le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage et c'est tout ce qui concerne ici l'enseignement hybride, mais on a aussi le campus virtuel. On fonctionne dans une plateforme qui s'appelle Brightspace. On était avant sur Blackboard Learn. Et donc, on a des rapports sur cette initiative hybride à l'échelle de l'université. Et donc là, tous les programmes qui sont disponibles pour les enseignants, pour se mettre à jour, pour développer, pour se former, etc. Et puis, on se positionne à savoir qu'est-ce qu'un cours hybride à l'Université d'Ottawa. Et puis là, je voulais vous amener vers un témoignage d'étudiants. Alors, les étudiants sont interrogés. Ici, on a deux étudiants, une étudiante un peu plus âgée, un étudiant un peu plus jeune du programme de traduction. Et on leur a demandé pourquoi choisir un cours hybride, la partie en ligne, comment ça se passe, la flexibilité, est-ce que c'est pour vous, comment ça fonctionne, etc. Et donc, on a fait des petites vidéos ici pour que les gens voient et comprennent l'impact que ça peut avoir. Et donc, je pense que vous aurez le lien, je vous amènerai, vous aurez loisir d'aller voir d'aller entendre et d'aller voir ces témoignages, puisque je pense qu'on ne va pas avoir assez de temps. Et donc, nous, à l'université, à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme, on a vraiment été à l'avant-garde de ce mouvement des cours hybrides. Moi, j'avais contacté le doyen bien avant l'initiative de l'université, à la grandeur de l'Université d'Ottawa. Et donc, on a mis aussi sur pied tout un ensemble de cours hybrides en langue pour nos étudiants. Et là encore, vous avez un lien vers ce qui se passe chez nous au niveau des cours hybrides. Ça m'amène vers une formation universitaire à distance, donc dans une des priorités aussi au niveau canadien, pour contribuer, bien entendu, à l'accessibilité géographique des études universitaires. Il faut savoir que nos universités ont souvent des branches dans certaines villes plus petites et que les étudiants peuvent y aller et ont une infrastructure qui leur permet de se connecter et de suivre des cours sur les campus principaux, j'imagine un peu comme ici, pour permettre de la souplesse dans l'organisation des études, pour faciliter la conciliation études-travail. Et donc, un moyen de soutenir cette mission de formation de nos universités. 3 grandes initiatives. TELUC, qui est la Télé-Université au Québec, qui en soi a une offre de cours à distance. BC Campus, qui, comme eCampus Ontario, en fait, sont des centres qui regroupent les offres de cours en ligne dans toutes les universités de la province. Et donc, ils permettent aux étudiants d'aller à la carte ou suivre entièrement des programmes ou des parties de programmes. Donc, voilà. On essaie de s'internationaliser à l'heure du numérique. C'est sûr que l'ère numérique nous pousse à redéfinir cette éducation internationale. Les universités canadiennes offrent plus de 200 programmes et plus de 2000 cours en ligne à tous les niveaux, allant du certificat au doctorat, au moyen de méthodes d'enseignement en ligne ou à distance, en présentiel, c'est-à-dire à distance. Par distance, chez nous, on entend synchrone et en ligne asynchrone. Donc, ce sont des formations qui sont accessibles aux étudiants de presque partout dans le monde et non pas seulement à nos étudiants.
Et c'est une méthode qui permet aux immigrants d'obtenir un titre de compétence canadien avant leur arrivée. Et c'est ce qu'on fait pas mal, en fait, c'est qu'on prépare les étudiants à l'arrivée au Canada en faisant notamment de la mise à jour au niveau linguistique aussi et des certificats, disons, de compétences d'entrée à l'université. En 2010, ça commence à dater un petit peu comme statistique, mais l'UVC, donc l'Université canadienne virtuelle canadienne, signale qu'il y a tout de même, cependant, que 3000 étudiants étrangers qui étaient inscrits dans des cours en ligne. Donc, on a du travail à faire de ce côté-là. Donc, je vais conclure au niveau des affordances du numérique. Alors, vraiment, le numérique nous offre de nouvelles perspectives quant à la création du savoir, à l'éducation et à la communication. À l'université, le numérique peut répondre aux besoins d'optimisation du temps, bien entendu, et des pratiques marquées par cette fragmentation des étudiants milléniaux. Il peut se révéler un puissant levier pour favoriser l'apprentissage et le développement de la personne, être utilisé dans le développement des compétences professionnelles et disciplinaires et être employé comme un moyen à mettre à profit dans un large éventail de compétences génériques, des domaines intellectuels, méthodologiques et relationnels. Merci.